Bonjour à tous. On est très content de vous accueillir dans ce lieu emblématique. Donc, on va commencer par appeler nos intervenants. Alors, ce temps d'échange, ça va être d'abord une petite introduction, une mise en contexte. Après, les témoignages de nos intervenants. Et on finira par un temps de questions-réponses avec la salle. Donc, vous aurez l'occasion d'intervenir en fin de conférence. Et après, à 10h30, on passera la main à Montferre, mon usine. Du coup, j'appelle à nous rejoindre, si tu peux passer la slide suivante, voilà, Élodie Galco. Bonjour. Oui. Donc, vous êtes directrice générale de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne. Merci de nous avoir rejoints. Les agences de l'eau viennent de lancer un 12e programme. Vous nous en parlerez au cours de cette conférence. J'appelle Alain Dupuis. Non, Claire Algrin. Excusez-moi, c'est pas dans le même ordre. Claire Algrin, vous êtes directrice communication de la coopérative Terra Lacta. Donc on accueille Claire. Claire va nous parler de tout ce qui a été fait dans une usine, une nouvelle usine qui a été inaugurée le 20 septembre 2024 avec, donc c'est une usine de production de fromage blanc, voilà, la laiterie des Failles à Limoges. Et il y a eu une ambition dès la construction de l'usine de diviser par 4 la consommation en eau. Donc Claire nous parlera de ses objectifs et de tout ce qui a été fait pour atteindre cette ambition. J'appelle Alain Dupuis. Merci Alain. Bonjour. Donc Alain, vous êtes professeur en hydrogéologie, directeur du programme eau souterraine au BRGM, qui est le bureau de recherche géologique et minière. C'est le service géologique national. Vous êtes vice-président aussi du comité scientifique du bassin à Dour-Garonne, du comité, membre fondateur du comité scientifique régional sur le changement climatique qui a publié les rapports Acclimatera, donc sur l'eau, et co-directeur du PEPR. Alors le PEPR, c'est un programme d'équipement prioritaire de recherche One Water. Donc vous nous parlerez de tout ça. Et enfin, Grégory Varenne. Bonjour Grégory. Merci de nous rejoindre Grégory. Donc Grégory, tu es directeur technique de Mafroda. Mafroda, c'est le leader mondial de la conception de machines de calibrage pour fruits et légumes. Il y a une orientation vers des solutions de traitement de l'eau. Donc tu nous parleras un petit peu de ces solutions que vous avez mises au point. Alors, nous allons parler d'eau. L'eau, un enjeu crucial pour les filières et les territoires. L'eau, dans un contexte de changement climatique, la disponibilité en eau devient incertaine. Et pourtant, l'eau est au cœur des métiers agricoles et agroalimentaires. Vous concéderez que sans eau, pas d'élevage, pas de culture, pas de transformation agroalimentaire. Et cette disponibilité en eau est de plus en plus contrainte. Peut-être en témoignent pour certains des arrêtés préfectoraux qui viennent réglementer et contraindre cette disponibilité. Et donc c'est un défi majeur pour les filières et les territoires. Aujourd'hui, la question n'est plus seulement de savoir combien d'eau nous avons besoin, mais peut-être aussi quand nous en avons besoin, où nous en avons besoin, et comment l'utiliser et la préserver. Et face à ces enjeux, les parties prenantes dans les territoires s'interrogent, élaborent, mettent en œuvre des solutions d'adaptation en s'appuyant sur les recherches, les innovations technologiques et aussi des nouvelles organisations. Et c'est ce que nous vous proposons d'explorer dans le cadre de cette conférence que nous avons intitulée « L'eau, de la source à l'assiette ». Alain, nous allons commencer ensemble. Donc vous êtes professeur d'hydrogéologie, Aurélie l'a dit. Vous participez à de nombreux travaux sur le changement climatique et l'eau. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous repartager comment le changement climatique modifie cette disponibilité en eau? Alors, merci pour l'invitation. Le changement climatique, ce que l'on sait, ce qui est à peu près certain, c'est que l'élévation des températures est acquise. On va continuer à avoir des températures qui vont s'élever. Pour la partie cycle de l'eau, c'est plus compliqué, c'est plus complexe en fait.
Et la distribution, ce qu'on sait, c'est que la distribution temporelle des précipitations va elle aussi évoluer. On va plutôt aller vers une concentration de précipitations en hiver et plutôt une baisse en été. Et cette baisse sera plutôt concentrée sur le sud de la France, le tiers sud de la France, et une zone de transition au centre et éventuellement des concentrations, enfin un maintien de la quantité d'eau vers le nord. Et tout ça, ça va donner quoi? Ça va donner des modifications dans ce que l'on vit. Parce qu'on sort d'à peu près 250 ans à 280 ans d'un climat stable, récurrent et stable, et avec donc des ressources en eau disponibles et stabilisées. Et là, ça va un peu changer. Ça va un peu changer le flux, c'est-à-dire les cours d'eau, et ça va aussi un peu changer ce qu'on a sous nos pieds, c'est-à-dire le stock, les eaux souterraines. Et on part de ça grâce à des études. Vous avez tous entendu parler d'Explore 2, vous avez entendu parler de la TRAC, vous avez entendu parler du dernier rapport qui a été commandé par France Stratégie sur la disponibilité des ressources en eau. Donc ça, ce qu'on est en train d'appréhender, c'est le mot pénurie est utilisé. Moi, je parlerai de baisse de la disponibilité. Et vous l'avez utilisé, disponibilité, c'est un mot-clé, c'est comment satisfaire en tant que ressource les besoins, les usages de tout le monde. Agriculteurs, privés, industriels et les milieux. Il ne faut pas oublier les milieux. Et ça, c'est une nouvelle donne qui vient complexifier l'appréhension que l'on a des questions qui sont posées. Comment allons-nous nous comporter? Comment le milieu va-t-il se comporter? Est-ce qu'on va avoir toujours ces bénéfices? C'est ça qu'il faut commencer à regarder. Et c'est tout ça qui est fait. Et puis après, ce qu'il va falloir envisager, c'est que notre système va évoluer de manière très différenciée en fonction des régions, voire même à l'échelle de la vallée, si j'osais. Voilà. On va être obligé de travailler à des échelles de plus en plus fines, et scientifiquement, ça, c'est de plus en plus compliqué. On parle de bassins versants. Oui, même de petits bassins versants. C'est-à-dire qu'on va aller à l'échelle du bassin à Dour-Garonne, Élodie en parlera tout à l'heure, mais il y aura nécessité d'aller à des échelles infra-bassins, grands bassins, c'est-à-dire des bassins de cours d'eau, voire des versants différents entre deux cours d'eau, n'auront peut-être pas le même type d'impact en fonction du type de cours d'eau et du sous-sol qu'il y a. Et des solutions en proximité. Alors, et des solutions en proximité, bien entendu, et puis aussi du projet de société, parce qu'un territoire, il va falloir qu'il s'approprie sa réflexion, qu'il va falloir l'aider à se projeter, et chaque territoire ayant des spécificités, il va falloir en tenir compte. Spécificités techniques, géologiques, hydrologiques, sociétales, et c'est tout ça qui est maintenant appréhendé. Est-ce que vous auriez quelques chiffres avant de parler qualité marquant qu'on pourrait retenir sur cette disponibilité? La qualité, déjà la qualité des eaux, en termes de température, qui est un des paramètres les plus simples, ce que vous savoir, c'est que la température moyenne des eaux de surface suit littéralement la même évolution que les températures de l'air. Donc déjà, ça veut dire qu'on a des cours d'eau dans le bassin à Dour-Garonne qui tangentent, voire dépassent les 30 degrés en été. Ça, c'est... Et vous avez aussi un autre critère qu'il faut savoir, c'est qu'au point de vue réglementaire ARS, au-delà de 25 degrés dans une eau brute, on ne peut plus en faire de l'eau potable. Il faut une dérogation, il faut étudier la dérogation. Voilà. Et donc ça vaut pour les eaux de surface, mais ça vaut aussi pour les eaux souterraines. Vous avez parlé de disparité dans les territoires entre le nord et le sud de la France. Sans parler spécifiquement du bassin à Dour-Garonne, mais peut-être préciser un peu ce gradient et quelques particularités, avec peut-être aussi un gradient sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Alors, il y a effectivement un gradient nord-sud, je l'ai évoqué à l'échelle nationale, ça c'est Explore 2, vous allez sur les sites du DRIAS pour le voir, recueillir les données, ça va être très bien explicité. À l'échelle du territoire, alors à Dour-Garonne, on a effectivement une différence entre des eaux, l'origine des eaux, et même la disponibilité ou la caractéristique intrinsèque des ressources en eau. Toulouse n'a pas de ressources en eau souterraine et n'est alimentée que par des eaux de surface. Bordeaux est exclusivement alimenté par des eaux souterraines. On peut ne pas toucher aux eaux de surface. Vous voyez, et ça, on ne le changera pas. Il faudra s'adapter et trouver des solutions avec ces contraintes qui nous sont imposées.
Merci. Du coup, pour rebondir sur ce volet local, je me tourne vers Élodie. Est-ce que vous pouvez préciser et compléter la situation du bassin Adour-Garonne sur le sud-ouest? Et notamment, il y a le dernier rapport de 2020 de l'Agence de l'eau qui indiquait un déficit d'1,2 milliard de mètres cubes. À quoi cela correspond-il en fait dans notre quotidien? Oui, donc d'abord bonjour, merci de cette invitation. Alors la situation dans le bassin, nous on s'en préoccupe au niveau de l'agence et de l'ensemble du comité de bassin depuis de nombreuses années, puisque le plan d'adaptation au changement climatique, on l'a construit, notre plan, on l'a construit dès 2018. On l'a construit en partant du constat qu'effectivement le sud-ouest allait être précurseur, je ne sais pas si le terme est vraiment bien adapté, mais précurseur en matière d'impact du changement climatique en France. Précurseur notamment pour des raisons, des caractéristiques physiques assez évidentes. On a des réserves de neige dans les Pyrénées, mais comme les Pyrénées sont plus basses que les Alpes, ben ces réserves elles vont disparaître avant tout le monde. Et donc le constat qui a été posé donc dès 2018, c'est qu'on allait avoir un vrai problème de disponibilité en eau, avec un déficit d'1,2 milliard. 1,2 milliard, ça parle à personne. Sauf si je vous dis que chaque année, on prélève 2 milliards de mètres cubes sur le bassin. C'est-à-dire qu'1,2 milliard, c'est 60% d'eau en moins. Plus d'1 litre sur 2 dont il faudrait se passer si on ne fait rien. Alors évidemment, c'est impossible, ou alors c'est la paupérisation, la désertification du territoire. Et donc l'enjeu, c'est évidemment de s'y préparer et de trouver des solutions pour y faire face. Parce que quand on parle de disponibilité en eau, on peut tout de suite penser agriculture, mais il faut d'abord penser eau potable quand même. L'eau potable, elle est potentiellement menacée par les impacts du changement climatique sur le territoire. 2022, c'est une année qui a été assez dure, mais c'est une année qui sera une année normale en 2050. 2022, c'est près de 500 communes qui se sont retrouvées avec soit des ruptures d'alimentation en eau potable, donc il n'y a plus d'eau qui coulait au robinet, soit des grosses tensions. Et si ces années 2022 devaient se répéter, et c'est ce qui s'annonce pour le milieu du siècle, donc dans 25 ans, là c'est la moitié des communes du bassin qui vont être en rupture ou en risque de rupture. Donc c'est un vrai sujet d'abord d'eau potable. Et ensuite, évidemment, ça a aussi des impacts économiques. Le tourisme, sans eau, il n'y a pas de tourisme. L'industrie, sans eau, il n'y a pas d'industrie. Et évidemment, sans eau, il n'y a pas d'agriculture. Donc on a un vrai défi. Moi, je passe mon temps à aller alerter sur le fait qu'on a peu de temps pour se préparer et s'adapter à cette nouvelle donne. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a des solutions. Il y a urgence. Je fais du teasing pour la suite, mais voilà. Et du coup, en termes de qualité, est-ce qu'il y a aussi des impacts Alors, évidemment, il y a des impacts. En fait, le premier impact, c'est que moins d'eau, mais pas forcément moins de pollution. Enfin, aujourd'hui, on a une activité humaine qui, comme toutes les activités humaines, pollue. Je ne vous apprends rien. Et donc, s'il y a moins d'eau, tous ces polluants qu'on émet vont être moins dilués. Et c'est les effets de concentration qui sont un problème, en premier lieu, sur les enjeux de pollution. Et donc, c'est un certain nombre de problématiques. C'est des captages qui vont justement se retrouver déclassés parce qu'avec trop de concentration de polluants. Mais ça va être aussi des activités économiques. C'est ce qui s'était passé aussi en 2022, des activités économiques qui étaient pas forcément arrêtées faute de disponibilité en eau, mais faute d'autorisation de rejeter dans le milieu, parce que le milieu n'était pas à même, au regard des débits des cours d'eau, par exemple, d'accueillir les effluents des stations d'épuration. Encore une fois, c'est un sujet de concentration.
Donc si l'eau n'est pas suffisamment abondante, on ne peut pas rejeter, même si on a traité les fluents, on ne peut pas rejeter les fluents. Donc, et le dernier sujet en termes de qualité, Alain parlait de température de l'eau. 2022, l'eau à Toulouse, dans la Garonne, était à 30 degrés. Donc il y a effectivement une dérogation pour pouvoir continuer à alimenter Toulouse en eau potable. Mais j'en discutais encore il n'y a pas très longtemps avec le délégataire. Envoyer de l'eau potable traitée à 30 degrés dans les canalisations, oui. Ils n'étaient pas très sereins, très confortables sur la qualité de l'eau potable au robinet. Voilà. Et du coup, derrière, c'est des enjeux économiques. On comprend bien qu'en termes de retraitement, cette pollution, cette concentration nécessite d'y mettre plus de moyens. Alors, il peut y avoir des sujets de retraitement, mais il y a même un moment où oui, il n'y a plus. Voilà, on ne sait plus faire, ou alors à des coûts qui ne sont plus, qui ne sont pas acceptables. Élodie, du coup, dans les solutions, l'agence s'est dotée du 12e programme d'intervention. Quelles en sont les priorités, et notamment avec un focus sur le secteur agricole? Alors clairement, la priorité, presque je vous ai dit, oui. C'est l'adaptation au changement climatique. On a d'ores et déjà identifié par rapport à ce milliard de déficit, on a identifié 850 millions de mètres cubes de solutions. Donc 850 millions de mètres cubes de solutions, c'est à peu près les 2/3. On n'a pas encore résolu la totalité du problème, mais on a quand même un bon bout du chemin qui est identifié. Après, on a besoin qu'elle soit mise en œuvre et qu'elle soit financée. Donc, là, le rôle de l'agence, c'est de financer. On a un 12e programme d'intervention qu'on a voté fin 2024, qui a été doté de 30% de moyens supplémentaires. Donc, on a 2 milliards d'euros à investir sur les 6 prochaines années sur le territoire, pour accompagner des maîtres d'ouvrage. Et l'enjeu, c'est vraiment l'adaptation au changement climatique. C'est plus de 70% de nos moyens qui vont être consacrés à l'adaptation au changement climatique. Et alors, en fait, on est assez convaincus, et je vais vous donner quelques chiffres, et je devrais vous convaincre également, qu'on n'aura pas de solution magique. Oui. Je prends la première solution, celle qui est, je dirais, sans regret, la sobriété. Je discutais avec le président tout à l'heure qui me disait qu'il faudrait qu'on applique la même règle que pour l'électricité. C'est pas Versailles ici. En fait, ça marche aussi pour l'eau, puisque Versailles, oui. Les grandes eaux de Versailles. Voilà. Donc, mieux utiliser l'eau. La sobriété, c'est pas... Enfin, faut être attentif aux termes qu'on emploie, mais le parallèle avec l'énergie est le bon. Quand on parle de sobriété en énergie, personne ne pense décroissance. Et quand on parle de sobriété en eau, il ne faut pas non plus penser décroissance. On n'est pas en train de dire qu'il faut moins produire, on est en train de dire qu'il faut mieux utiliser l'eau pour produire autant. Donc premier levier, sobriété. Vous savez qu'on a un objectif de sobriété France entière de 10%. 10% sur 2 milliards de déficit, sur 2 milliards de prélèvements, pardon, ça fait 200 millions. On est loin des 1,2 milliard. Donc on n'y arrivera pas juste avec la sobriété. Soyons clairs, il faut d'autres solutions. Leviers. Donc nous, on a un panel de solutions. Enfin, c'est vraiment la conviction, c'est qu'on n'y arrivera qu'avec un mix de solutions qui vont de la sobriété jusqu'au stockage, nouvelles retenues, mobilisation de retenues existantes, réhausse de retenues existantes. On a encore financé fin d'année 2024 un certain nombre de projets pour augmenter notre capacité de stockage en hiver. Et entre toutes ces, enfin, dans la chaîne de solutions, on a des solutions comme par exemple ce qu'on appelle les solutions fondées sur la nature. Alors moi j'aime beaucoup ces solutions parce qu'en fait elles sont souvent peu coûteuses et elles ont plein de bénéfices à côté. Les solutions fondées sur la nature, c'est par exemple à Toulouse la désimperméabilisation. Alors désolée pour les Bordelais, mais comme je suis toulousaine, j'ai quelques exemples toulousains.
la désimperméabilisation de l'île du Ramier. L'île du Ramier, c'est une île qui était en plein milieu de Toulouse et qui accueillait le parc des expositions. Donc je ne vous fais pas la photo, mais un parc des expositions. C'est un parking. C'est un grand parking avec quelques bâtiments. Voilà. Donc c'était bien du bitume partout. Tout a été cassé. Le parc a été déménagé à l'extérieur de Toulouse. Tout a été cassé et cette île va pouvoir rejouer son rôle d'éponge en fait. Et c'est ça un peu la magie de la nature hein, par rapport à ça. Elle va stocker l'eau l'hiver quand il y en a trop et elle va justement limiter les phénomènes d'inondation. Et cette eau, elle va pouvoir la restituer à la Garonne. Et on sait que la Garonne, elle en a besoin l'été quand on sera à l'étiage. Donc on est sur une solution gagnant-gagnant parce que amélioration de la qualité de vie des Toulousains, impact biodiversité et impact eau à tout point de vue, soutien d'étiage, eau potable. Enfin, on coche vraiment beaucoup de cases. On a aussi dans notre panel de solutions des solutions plus technologiques. Je prends par exemple le sujet de la réhute qu'on suit et qu'on accompagne de très près aussi à l'agence. Et du coup, en agriculture, il y avait eu des projets que vous avez financés, comme le projet Bagage. Oui, alors effectivement, alors là, on est sur un enjeu recherche. Donc Bagage, c'est un projet de recherche qui a été porté principalement par l'INRAE, mais qui associait aussi des acteurs du monde agricole. Et l'enjeu était de voir dans quelle mesure des pratiques agroécologiques participaient à l'amélioration du cycle de l'eau, mais en ayant non pas les intuitions qui viennent du terrain et qui sont justes, hein, mais des éléments très concrets pour quantifier les choses et nous assurer aussi que ça pouvait marcher dans plusieurs situations. Enfin, chaque situation d'exploitant agricole est différente d'une autre et donc vérifier que selon les contextes pédoclimatiques, on avait effectivement des résultats. Et c'est ce que ça nous a confirmé, cette étude, avec des chiffres très précis sur l'amélioration grâce à des pratiques agroécologiques, de la récupération d'eau en hiver, du stockage dans les sols et dans les réservoirs souterrains, et d'une meilleure restitution également l'été, quand la nature en a besoin, quand les cultures en ont besoin. Et puis par ailleurs, ça nous a aussi montré la façon, enfin on a pu quantifier aussi la façon dont le système racinaire des cultures se développer davantage pour aller mieux chercher aussi la ressource en eau. Donc il y a une quantification des bénéfices des pratiques agroécologiques sur plusieurs aspects qui en valident tout l'intérêt. Et donc une suite avec le projet Bagheera ? Exactement. La suite, c'est le projet Bagheera et c'est pour à la fois étendre l'analyse sur des échelles de bassins versants. Donc Alain en parlait, on va avoir des enjeux de... je vous ai donné Alain a fait la big picture niveau France, moi je vous l'ai faite à niveau Adour-Garonne, mais il y a tous les sous-bassins d'Adour-Garonne qui vont vivre les choses différemment. Le bassin de l'Adour ne va pas être concerné de la même façon que le bassin de la Charente ou le bassin de la Garonne, mais on peut encore descendre à des mailles plus fines et on aura des impacts aussi assez différents d'un sous-bassin à l'autre. Et donc c'est de voir aussi à l'échelle du sous-bassin, si on massifie les pratiques agroécologiques, comment est-ce que ce sous-bassin va réagir. Et puis ensuite, le point essentiel, et j'aurais peut-être dû commencer par là, c'est aussi de voir dans quelle mesure ces pratiques agroécologiques sont soutenables en termes économiques, c'est-à-dire que ça permet de faire vivre une exploitation agricole et de bien la faire vivre, de la rendre plus résiliente. Merci. Donc on était à l'échelle du sous-bassin, du bassin du sous-bassin. On va zoomer à l'échelle d'une entreprise agroalimentaire
sur des cas d'usage et comment a été appréhendée cette question. Donc Claire, la coopérative Terra Lacta a inauguré en octobre dernier un nouveau site de production, la laiterie des Failles. Et donc vous aviez comme objectif de diminuer vos impacts environnementaux d'une manière générale. Et sur l'eau, vous aviez l'ambition de diviser par 4 la consommation et aussi de réutiliser. Est-ce que vous pourriez revenir sur l'histoire et ce qui a déclenché en fait ce projet pour comprendre le mouvement, le chemin? Bonjour à tous. Alors oui, en fait, donc Terra Lacta, c'est une coopérative laitière. C'est la première coopérative laitière de Nouvelle-Aquitaine. Donc on couvre 25 départements et effectivement, tout ce qui vient d'être dit est en parfaite résonance avec nos problématiques parce que nos producteurs sont répartis sur ces 25 départements et qu'on soit au nord ou au sud de Nouvelle-Aquitaine, on n'a pas les mêmes problématiques. Donc l'eau, nous, elle est sur l'ensemble de notre chaîne de valeur, puisqu'on va de l'étable jusqu'à la table. Et cette problématique de l'eau, on en a pris conscience il y a quelques années, notamment avec un plan de sobriété à Matera, dont l'eau fait partie. Et là, on est déjà à une réduction de plus de 35% de notre consommation en eau. Mais on a voulu aller plus loin et effectivement, on avait un site qui était vieillissant à Limoges, qui datait de plus de 80 ans, sur lequel on ne pouvait plus s'étendre parce qu'on était coincé entre la Vienne et la route nationale. Donc nous avons pris la décision de construire une nouvelle laiterie. Mais on ne voulait pas le faire à n'importe quel prix, on voulait qu'elle s'inscrive aussi dans l'ensemble de nos priorités par rapport à nos enjeux RSE. Et on a construit cette laiterie avec des ambitions très importantes sur notre réduction, notamment d'eau. Donc comment est-ce qu'on l'a fait? On a travaillé sur 2 choses. La première, c'était l'optimisation de l'outil industriel. Donc on a travaillé sur des réductions de longueur de tuyaux, sur des choses comme ça, parce que nous, l'eau, on l'utilise pour refroidir le lait, mais aussi pour nettoyer nos installations. Donc plus les tuyaux sont longs, plus on utilise d'eau. Donc voilà, on a travaillé sur ce genre de choses. On a travaillé aussi sur la réutilisation et sur le rejet de nos eaux. Donc là, c'est sur la quantité, la qualité aussi de l'eau. Donc, nous avons une station d'épuration. Toutes nos eaux de rejet passent par cette station d'épuration. Là, pour faire simple, on divise en 2. D'un côté, il y a les boues, de l'autre côté, il y a l'eau. L'eau, on la réutilise dans notre process de nettoyage. Et puis, les boues sont réutilisées dans notre méthaniseur pour produire du gaz et donc réduire là aussi 40% de notre consommation. Alors, il y a eu des mentions tout à l'heure sur l'idée du bassin, sous-bassin, en tout cas du territoire. Le territoire de Limoges Métropole a comme particularité de s'être engagé sur cette notion de territoire en transition hydrique. Alors, c'est des choses qui se sont passées de manière parallèle. Mais est-ce que comment le projet Terra Lacta a alimenté le projet territoire en transition hydrique de Limoges et inversement, ou alors ça a été des cheminements parallèles qui ne se sont pas encore rejoints? Alors, je ne peux pas dire qu'on ne se soit pas rejoints parce qu'effectivement, le territoire de Limoges et Limoges Métropole a des ambitions très, très grandes sur l'eau. Il souhaite devenir un territoire exemplaire et même au niveau européen sur l'utilisation de l'eau, tant sur la réduction que sur la qualité. Nous, quand on a souhaité changer de site et donc construire une nouvelle laiterie, s'est posé la question de savoir si on restait sur le territoire. Bien évidemment, notre conseil d'administration a répondu à la question très rapidement en disant oui, on reste sur le territoire de Limoges. Et on est tout à fait conscient des contraintes liées notamment à l'eau. On les accepte et on a travaillé pour justement réduire et avoir un effet tout à fait intéressant sur la qualité de l'eau tant qu'on réutilise et l'eau qu'on est amené à rejeter. Donc c'est un travail, j'ai envie de dire, commun. Les ambitions sont communes. Donc voilà.
c'est vrai que Limoges Métropole nous impose, par rapport à la qualité de l'eau, des niveaux très importants. On est au rendez-vous, on souhaite même aller encore plus loin, et sur beaucoup de points, on est très largement au-dessus des attentes de Limoges Métropole. Mais j'ai envie de dire, c'est un partenariat gagnant-gagnant, parce que une coopérative, c'est véritablement ancré sur son territoire. On exploite, mais on vit sur ce territoire. Nos producteurs ont besoin d'eau. Nous, en tant que laiterie, on a besoin d'eau. Donc on est en pleine conscience de ce travail qu'on a à faire en commun. Et c'est vraiment un partenariat sur l'eau. Alors revenons à la laiterie, et peut-être pour illustrer quelques chiffres finalement. Quelle était la consommation initiale, d'eau, quelle est la consommation actuelle, quels sont vos rejets en volume, finalement, quel est votre usage de l'eau en quelques chiffres. C'est barbant les chiffres, mais là c'est évocateur. Oui, ils sont assez parlants, nos chiffres. Sur notre ancien site, par jour, on utilisait 310 mètres cubes. En arrivant sur la nouvelle laiterie, on est passé à 130. Donc c'est déjà assez significatif. On est en cours encore de finalisation de certaines mises en place d'installations, et notamment sur notre station d'épuration. Et on va passer en 2026 à 80 mètres cubes par jour. Donc voilà, on est passé de 310 et on va arriver à 80. Un autre chiffre peut-être aussi très parlant, c'est que sur notre ancien site, on utilisait 25 litres d'eau pour la fabrication d'1 kilo de produits, notamment de notre fromage blanc qui est excellent et je vous le recommande. Voilà, médaillé d'or plusieurs fois au concours général agricole. Et aujourd'hui, en tout cas dès 2026, on va arriver à 9 litres d'eau pour 1 kilo de fromage blanc produit. C'est toujours trop, mais j'ai envie de dire, passer déjà de 25 à 9, c'est assez significatif. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter là, on va continuer à travailler et à travailler d'arrache-pied pour continuer à réduire l'utilisation de l'eau. Ça, c'est la consommation d'eau. Oui. Après, il y a le volet réutilisation. Comment vous procédez ? Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On réutilise l'eau qu'on traite dans le lavage de nos installations, et ce qui fait qu'on a réduit de 70% notre consommation d'eau. Et donc avec les eaux qui repartent à la méthanisation si elles ne peuvent pas... La boue, oui, repart pour nous faire du gaz. Donc en fait, on n'est pas sur un circuit fermé parce qu'on ne peut pas l'être, mais en tout cas, on est sur, j'ai envie de dire, un filet d'eau, alors qu'avant, on avait de l'eau qui coulait d'une manière beaucoup plus importante. Alors aujourd'hui, on est au printemps d'Agri-Sud-Ouest Innovation, on est très techno. Donc, je ne peux pas ne pas vous poser la question de est-ce que finalement, dans ce déménagement, vous avez mobilisé des nouvelles technologies ou, de manière binaire, est-ce que c'est qu'une question d'organisation ? Alors, c'est avant tout une question d'organisation. Une chose très simple, on a divisé nos eaux de process et l'eau dite domestique. Et rien que ça, déjà, nous permet un pilotage beaucoup plus fin sur notre utilisation de l'eau. Donc, c'est tout un tas de petites choses comme ça. Je vous parlais de réduction de nos tuyaux tout à l'heure. C'est toutes ces petites actions-là qui ont fait qu'on obtient ces chiffres aujourd'hui. Et puis maintenant, je pense qu'on va aller aussi sur des technologies pour aller encore plus loin. Parce que là, on ne peut plus réduire la longueur de nos tuyaux, ils sont en place. Mais il y a certainement d'autres solutions qu'on va tester. Sur d'autres sites, par exemple, on a mis des capteurs pour nous alerter sur la qualité de l'eau qui repart de nos installations. Donc voilà, c'est des choses qu'on a mis en place aussi sur d'autres sites, qu'on va pouvoir étendre. Et qu'on teste partout pour réduire et avoir une qualité de l'eau la meilleure possible.
Et une dernière question peut-être sur un verrou, le reuse, Alors, c'est un verrou, entre guillemets, qui n'en est pas un sur les failles, mais qui peut l'être sur d'autres sites, et en tout cas sur d'autres industries. C'est qu'aujourd'hui, on peut traiter l'eau, avoir une eau de très bonne qualité et la réutiliser dans le nettoyage de notre process industriel. Par contre, cette eau ne peut absolument pas rentrer en tant qu'ingrédient pour la fabrication de produits, alors qu'elle est tout à fait, j'ai envie de dire, potable. Si la directrice de la qualité m'entendait, elle me dirait c'est absolument pas le terme approprié, mais cette eau est véritablement de très bonne qualité. Mais aujourd'hui, la législation nous interdit d'utiliser cette eau en tant qu'ingrédient. Et du coup, c'est dommage parce que cette eau, on pourrait aussi l'utiliser. Donc, on espère qu'un jour, ça va changer parce qu'il y a d'autres pays qui ont autorisé, qui ont fait lever ce verrou. Et du coup, l'ensemble de l'eau traitée pourrait tout à fait être utilisée et réutilisée. Je crois que la question est connue et a été entendue. Merci Claire. Du coup, je me tourne vers Grégory. On va parler plutôt technologie. Grégory, chez MAF, comment vous portez, comment tu portes la question de l'eau, et est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'historique de cette question? Oui, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Donc MAF Rodas fabrique des lignes de conditionnement et emballage de fruits et légumes. Bon, entreprise groupe français basée à Montauban. On est 1200 personnes dans le groupe. Donc on est amené dans nos installations à faire du traitement d'eau. Parce que pour calibrer les fruits, pour les stocker, les vider, tout ça, on a besoin d'eau. On ne peut pas s'en passer. Donc on est amené à traiter ces eaux et les conserver le plus longtemps possible. On a participé à un projet porté par le pôle, labellisé par le pôle en 2012 pour faire des réductions de pesticides dans l'eau, par exemple. Innopom. Innopom. Et du coup, si on parle de station fruitière, c'est quoi les besoins en eau? Si tu peux éclairer avec l'usage et puis quelques données chiffrées. Ouais, donc dans ce que je disais dans les stations fruitières, donc il y a beaucoup d'eau pour laver les fruits, les stocker, les convoyer. Donc par exemple une coopérative de pommes moyenne grande qui peut produire 60 000 tonnes de pommes à l'année, a une consommation de 21 000 mètres cubes d'eau de forage, essentiellement de forage. Pour faire le calcul, c'est à peu près 350 litres d'eau par tonne de fruits. Voilà, pour 1000 kg de fruits, ils ont une consommation de 350 litres d'eau. Donc la plupart de nos clients ils utilisent des forages, donc l'eau est presque gratuite, et les rejets sont malheureusement peu et pas contrôlés. Voilà. Donc nos solutions, c'est de pouvoir réutiliser cette eau en la traitant, en la filtrant, en la désinfectant, et pouvoir réduire cette eau. Comme a dit Elodie avant, la sobriété passe par là, pour pouvoir économiser cette ressource précieuse qu'est l'eau. Et du coup, en termes de traitement de cette eau, qu'est-ce que ça implique? Le traitement classique, depuis des années, c'est utiliser du chlore. C'est devenu un grand classique, pas cher. Moi, je dirais que le chlore, c'est un peu comme le tabac. Il y a 20 ans ou 30 ans, quand j'étais jeune, tout le monde fumait. On fumait en discothèque, on fumait au restaurant. Les études ont fait qu'on a trouvé que le tabac était cancérigène. Et maintenant, on l'interdit de plus en plus. On met le paquet de cigarettes à 20 €, par exemple. Donc voilà, le chlore, c'est un peu la même chose. C'est utilisé de plus en plus, mais là, il y a beaucoup d'études aussi qui disent que les sous-produits du chlore, comme le chlorate, sont très cancérigènes. Et si les bains sont traités avec du chlore, on retrouve ces chlorates sur les fruits et forcément au niveau du consommateur. Donc voilà, je pense que c'est important de trouver des solutions. Et nous, on a travaillé déjà depuis 10 ans sur ça, d'autres solutions plus innovantes pour éliminer ces produits chimiques. Et si on ne traite pas les eaux, quels sont les risques en fait, pour les fruits? Il y a un risque de contamination par bactéries. Parce que les fruits, ils sont dans les vergers, ils sont en contact avec la nature, avec les animaux. Donc il y a des bactéries comme l'E. coli, il y a des bactéries pathogènes. Donc on retrouve dans les bassins, par contamination croisée qu'on trouve sur les fruits. Et donc risque de contamination sur le consommateur. Et du coup, quelle est la solution que vous avez développée chez MAF?
Donc nous, on a travaillé sur l'ozone. Traitement de l'ozone, c'est naturel. Je vous expliquerai après comment on le fait et quels sont les avantages. Bon, ça ne laisse pas de résidus sur les fruits. Moi, je pense que tous nos industriels devraient avoir une politique, dire, voilà, je prélève sans polluer et je restitue sans altérer. C'est-à-dire, je prélève de l'eau d'une certaine qualité et il faudra qu'ils aient un engagement pour restituer cette eau au moins de la même qualité. Et quand on parle d'ozone, le trou d'ozone, ça évoque des choses pas forcément positives. Est-ce que tu peux un petit peu détailler qu'est-ce que l'ozone, du coup? L'ozone, c'est un gaz très puissant, bien plus puissant que le chlore. Donc il faut savoir le maîtriser, mais c'est naturel. C'est fait à partir de l'oxygène, on fait de l'ozone et ça se retransforme en oxygène. Je vous propose quelques secondes, là, faire une petite démonstration et je vais essayer de vous faire sentir ce que c'est l'ozone. Je vous propose de fermer les yeux quelques secondes, tous, et de repenser à l'été dernier, une soirée où il y a eu un gros orage. Voilà, vous sortez dehors et là vous sentez quelque chose. Pendant quelques secondes, vous sentez il y a de l'air un peu pur, un peu voilà, désinfecté. Mais ça c'est de l'ozone. C'est-à-dire, l'oxygène qu'il y a dans l'air a été oxydé par les éclairs, et donc l'O2, l'oxygène, est transformé en ozone. Et pendant ces quelques secondes après un orage, l'air a été désinfecté, et donc il y a de l'ozone qui s'est répandu dans l'air, et ça l'a désinfecté. C'est pour ça que cette odeur est très, très caractéristique. Le mot ozone, l'origine c'est un mot grec, ozein, qui veut dire sentir. Voilà. Donc c'est vraiment caractéristique de ça. Et du coup, sur la technologie, est-ce que tu peux nous parler de ce que vous avez développé et oui, quels sont les avantages de cette solution? Bon, l'ozone n'est pas nouveau. C'est la première station de traitement d'eau potable a été ouverte en France, à Nice, en 1906. Donc voilà, c'est pas une technologie qui est récente. Et vous allez voir que depuis ce temps-là, on n'a pas trop progressé en France. Nous, ce qu'on a fait, c'est reproduire cette génération d'ozone sur des générateurs industriels qu'on fabrique dans une filiale qu'on a en Suède. Et après, la nouveauté, c'est que ce gaz, on arrive à bien le mélanger dans de l'eau. Parce que le but, c'est quand même, le premier objectif, c'est de traiter l'eau. Donc on sait bien le mélanger. Donc ça, il y a des brevets. Et on arrive à le contrôler, quoi. On injecte vraiment la quantité d'ozone nécessaire pour traiter cette eau. Parce qu'il y a quand même des opérateurs qui doivent travailler autour. Donc on n'a pas de gaz qui s'échappe, parce qu'on sait bien le mélanger, bien le contrôler. Puis c'est contrôlé, dans l'ambiance, il y a des capteurs qui permettent de suivre tout ça. Et du coup, si on reparle impact, sobriété, réduction d'eau, quel peut être l'intérêt d'une solution comme celle-ci? Une réduction des consommations d'eau, parce que le but c'est de garder ces eaux le plus longtemps possible. Donc on les filtre mécaniquement, on les désinfecte. Donc on a des gains qui peuvent être de réduction de 40 à 50%, voire beaucoup plus. Actuellement, certaines stations fruitières arrivent à changer l'eau tous les jours. On parle de 100 mètres cubes par jour d'eau qui prélèvent, bien sûr, dans les forages. Et alors qu'avec des solutions de traitement d'eau, on peut la garder 10 mois, une saison complète. Voilà. Donc il y a un gain énorme. D'accord. Et sur les fruits qui sont du coup baignés dans cette eau? Voilà. Sur les fruits, il y a un gain aussi de la qualité, parce qu'il n'y a pas de résidus. On n'a pas ce que je disais avant, les chlorates sur les fruits, on n'a aucun résidu. Il y a un gain au niveau de la conservation des fruits, en chambre froide, réduction des maladies, etc. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas déjà une expérience à l'étranger pour remonter un petit peu les intérêts de cette technologie? Voilà, on a des expériences aux États-Unis. On a installé l'année dernière sur une installation cerise, 30 tonnes à l'heure, 30 000 kilos de cerises à l'heure sur 2 shifts. Donc une grosse production de cerises, c'est la plus grosse installation qu'on ait faite. Donc on a installé notre traitement à l'ozone sur les fruits, sur la cerise. Donc refroidissement plus traitement à l'ozone pendant 2 minutes. On a doublé la durée de conservation des fruits.
ce qui est énorme hein, pour des fruits qui se conservent très mal. La qualité a été améliorée, les fruits sont plus brillants et la queue de la cerise avec le chlore devient marron, elle s'oxyde en fait, et là elle est restée verte. Donc il y a eu un gain énorme Qualitatif. ouais. Et l'eau a été conservée toute la saison. Et du coup, pour conclure comme Claire, est-ce qu'il y a des freins encore au déploiement de ces solutions ? Oui, tout à fait. On l'a fait aux États-Unis parce que le traitement du fruit à l'ozone est autorisé. Et malheureusement, comme ce que je disais avant, en Europe, c'est pas autorisé. Ça correspond à aucun type de traitement. Juste l'année dernière, ça a été reconnu comme biocide, l'ozone. Donc voilà, après avoir commencé à traiter l'eau potable en 1906, en 2023 ou 2024, on dit voilà, l'ozone en fait, oui, ça peut être utilisé pour le traitement de l'eau potable. Donc ça, c'est un premier pas. Mais pour traiter les fruits, à ce jour, c'est pas autorisé. Donc là, je crois que c'est important de parler de ça. Et bon, nous, en tant qu'industriels, nous, on voit un intérêt énorme pour nos clients et pour la qualité des fruits. Donc on va s'engager. On est en pourparlers avec la DGL, avec l'aide de l'école de Purpan. Je ne sais pas si Fred est par là. Hein. Voilà, on a fait déjà plusieurs réunions avec eux. Ils nous ont dit OK. Après leur avoir expliqué que c'est utilisé dans d'autres pays, qu'il y a des effets importants, très, très, très bons et sans résidus. Donc ils ont dit OK, on attend un rapport d'études de votre côté. Donc en tant qu'industriel et avec les laboratoires et l'école d'ingénieurs de Purpan, on va déposer un dossier. Bon, c'est un budget assez conséquent, hein, on parle de plus de 300 000 euros de dossier. Et donc là, bon, ce qu'on aurait besoin, c'est un peu d'appui aussi, peut-être politique, tout ça, à ce niveau-là, parce que je pense que c'est un élément, c'est une solution. C'est pas forcément peut-être pas la solution, mais c'est une des solutions pour pouvoir réduire tout ce qui est pesticides sur les fruits et améliorer la qualité, quoi. Ça se fait à l'étranger, pourquoi pas le faire en France ou en Europe. Surtout que c'est autorisé sur la salade 4e gamme et sur les céréales. Il y a une dizaine d'années, donc le Suez a porté un dossier donc sur la salade 4e gamme. Et a été, donc suite à cette étude, a été autorisé de traiter la salade donc en sachet, hein, que vous achetez en supermarché, et traiter à l'ozone. Donc depuis, je crois qu'il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de problème. Donc pourquoi pas sur les pommes ou sur les pêches, ou voilà. Donc il y a quand même, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup d'essais, beaucoup de laboratoires qui ont travaillé. Ça a quand même beaucoup d'avantages, donc pourquoi pas le légaliser, quoi. Voilà. Merci Grégory, le message est passé. Pour conclure, alors on a beaucoup parlé de solutions à l'aval. On a très rapidement mentionné les solutions d'agroécologie au niveau pour le monde agricole. Toutefois, quelles solutions, Alain, territoriales on peut envisager pour s'adapter, pour garantir cette disponibilité de l'eau, et quelle place accorder à cette question du stockage ? Alors déjà, effectivement, ça a été rappelé, sobriété à tous les étages, à tous les niveaux, même si ça ne viendra pas donner une solution complète, ça enlèvera un pourcentage intéressant de volume non prélevé. Ensuite, il y a un grand principe qui est énoncé, c'est de se dire, ça fait plusieurs siècles que nous assainissons notre environnement, et quand je dis assainir, on le draine. Ce faisant, pour drainer, en fait, on enlève de l'eau des territoires et on les rejette le plus rapidement possible dans les cours d'eau qui sont nos exutoires vers l'océan. Du coup, ce qui est derrière l'idée, c'est de se dire, maintenant, il va falloir désapprendre à faire ça, parce que l'homme, en tant que génie humain, fait ça depuis plusieurs milliers d'années. On l'a toujours assaini. Maintenant, on va se dire, tiens, je vais essayer de ne plus continuer à accélérer mon eau, je vais la ralentir. Je vais essayer de la ralentir. Je vais donc essayer de la conserver sur des territoires. Alors déjà, ça, c'est un changement de paradigme. Et ensuite, on va devoir, on va dire, s'adapter terrain par terrain. Donc, il n'y aura pas de solution unique. C'est fini. N'imaginons pas trouver une solution qui va garantir de l'eau pour tout le monde et quel que soit l'usage. Non, ça, c'est pas vrai. Et ensuite, en fonction de ces fameuses contraintes de territoire intrinsèques, je vous ai décrites, les nappes ou pas nappes, aquifères ou pas aquifères, cours d'eau, pas cours d'eau,
Ce qu'il faut intégrer tout de suite maintenant, c'est une appropriation par le territoire concerné des éléments de solution qui sont à sa disposition. Il est ridicule d'imaginer que ce qui a été fait dans le territoire à côté pourra être fait dans celui-ci. Voilà. Je vais être très on va dire caricatural, mais un territoire pourra, parce qu'il a sous ses pieds une capacité à faire de la recharge artificielle de nappe, qui est une très belle solution, parce qu'on a de l'eau de qualité, tempérée, ainsi de suite. Mais si le territoire d'à côté n'a pas de nappe superficielle pour permettre ça, on ne pourra pas l'envisager. Donc le stockage et la rétention d'eau, ben oui, ça fait partie des éléments de solution qu'il faut au moins étudier. Le changement climatique, je vous ai dressé un portrait tout à l'heure sur une évolution possible, mais on en apprend tous les jours à l'échelle d'un nouveau territoire. La descente d'échelle est très complexe pour maîtriser, on va dire, et donner des chiffres à des décideurs sur ce que sera ou pas l'avenir. Donc on va devoir, malgré tout, travailler à cette appropriation des éléments de solution par la population qui y vit. Elle va devoir faire l'effort de se projeter dans le futur, avec les contraintes que l'on connaît actuellement, et imaginer ce que pourrait être son avenir en termes de disponibilité en eau, et quels sont les éléments de solution qu'elle a, et ceux qu'elle veut voir se développer en priorité. Donc, c'est du scientifico-technologico-humain, avec une prise en considération de plus en plus prégnante, et dès le début, de solutions humaines. Mais le grand maître mot pour moi, c'est si déjà on arrivait à ralentir un peu cette partie continentale du grand cycle de l'eau, ce serait un énorme gain. On va passer, Élodie, sur le sud-ouest qui semble un territoire déjà un petit peu en avance sur ces sujets. Vous nous l'avez dit tout à l'heure. Quelles sont les solutions d'adaptation qui ont été déployées? Alors on en a un petit peu évoqué, mais on parle de PTGE. Là, est-ce qu'il y a des démarches multi-acteurs? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces démarches-là? Ça rebondit en fait sur ce que vient de dire Alain. Le PTGE, donc projet de territoire pour la gestion de l'eau, c'est exactement de regarder à une échelle très fine de sous-bassin qu'est-ce que nous dit la science en termes d'impact, et par rapport à ces impacts, comment est-ce que le territoire peut s'adapter, en mettant sur la table toutes les solutions envisageables. Donc dans ces solutions, il y a du stockage, mais bien souvent le stockage ne suffit pas. Et donc c'est regarder ce qui peut être fait en termes de sobriété, ce qui peut être fait et ce que ça peut donner comme résultat d'adopter des pratiques agroécologiques qui vont mieux utiliser, mieux mobiliser l'eau l'hiver pour la restituer l'été. Et ce qu'on pourrait éventuellement stocker l'hiver pour pouvoir le rendre au milieu l'été, en tenant compte de la capacité du milieu à apporter de l'eau l'hiver. Parce que prenons l'exemple de ce qui se passe actuellement en Catalogne, côté espagnol. L'Espagne est un bon exemple de maladaptation. Ils ont misé sur le tout retenu, et en fait aujourd'hui ces retenues ne se remplissent pas. Et en fait on a un tissu économique qui, fort de ces retenues, n'a pas évolué dans ses pratiques, n'a pas anticipé qu'il allait peut-être falloir faire demain avec moins d'eau, et qui se prend le mur de façon très violente, parce qu'il n'y a pas eu même pas l'adaptation progressive à la réalité des choses. Ils ont continué en fermant les yeux, voire même en accélérant, sans regarder qu'il y avait le mur en face, quoi. Et là, ils sont en train de le prendre. Donc c'est vraiment l'enjeu, c'est de travailler à des échelles très fines, en faisant confiance à ce que nous dit la science, pour pouvoir construire des trajectoires d'adaptation qui rendent les économies locales résilientes, et ne pas imaginer que dans chacun des territoires, on pourra faire forcément comme avant. Peut-être que dans certains cas, ce sera possible, mais au regard de la violence des conséquences du changement climatique sur notre territoire, il faut être souple sur ces appuis, parce qu'il va falloir bouger, quoi.
Et du coup, il y a aussi des leviers dont on n'a pas parlé là parce qu'on avait un temps limité, mais il y a l'irrigation de précision qui permet la sobriété. Il y a aussi tout ce qui est sélection variétale qui permet d'avoir des cultures qui sont plus adaptées à pousser avec moins d'eau. Donc beaucoup de leviers. Avant de passer aux phases de questions, merci beaucoup. Ce qu'on peut retenir, c'est, comme le disait Alain, on a passé des années à accélérer le cycle de l'eau. Bon, maintenant, on a compris qu'il fallait le ralentir, donc on va faire chemin inverse. Il y a besoin d'assurer cette disponibilité, à la fois en quantité et en qualité, et aussi dans l'espace et dans le temps. Donc il y a quand même une complexité, et de mettre autour de la table. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est aussi qu'il n'y a pas une solution unique. Il faut mettre autour de la table les usagers, toutes les parties prenantes. Il y a une interdisciplinarité et des spécificités à adapter à chaque territoire, on l'aura bien compris et c'est ce qu'il faut retenir. Donc il faut adapter au territoire toutes ces parties prenantes, de la source à l'assiette, et il y a un volet dialogue et un langage commun à adopter pour mettre en œuvre tous ces leviers. Voilà, on va peut-être passer un petit temps de questions-réponses. Merci beaucoup à tous les 4 de nous avoir rejoints dans cette conférence. Est-ce qu'il y a des questions ou des interventions ? Alors, on prendra 2 questions pour un respect du temps. Je suis vraiment désolé. Bonjour, comme Marie de la société Padula, nous on fait du pilotage de l'irrigation. Merci pour vos interventions. Vous avez traité un pilier super important qui est la source en eau. On va jusqu'à l'assiette avec l'utilisation de l'eau dans l'industrie, le retraitement, etc. Mais qu'en est-il de l'application au champ et comment vous voyez le système aujourd'hui qui est en place? Est-ce que vous proposez des axes de développement de performance dans son application agricole et non pas industrielle ou simplement à la retenue? Alors, moi, je peux répondre sur ce que nous accompagnons financièrement côté agence de l'eau vis-à-vis du monde agricole. Tout ce qui est, on n'est pas rentré effectivement dans ces solutions techniques, mais on accompagne tout ce qui est performance de l'irrigation, c'est-à-dire tout ce qui est par exemple des sondes qui sont mises dans les sols pour identifier les besoins hydriques des plantes, et ensuite on accompagne aussi tout ce qui est système d'irrigation plus performant, et même on teste des choses en termes d'innovation. On a testé notamment des réseaux d'irrigation enterrés pour venir apporter l'eau au plus près de la racine. Donc on a plusieurs expérimentations en cours qui sont plus ou moins réussies d'ailleurs. Voilà, en fait, nous, côté agence de l'eau, on n'est pas prescripteur en termes de solutions. Nous, ce qu'on regarde, c'est le résultat, le bénéfice en matière d'efficience de la solution d'irrigation et d'efficience sur la réduction des prélèvements pour un même résultat économique. Allez, encore une question, madame, qui a le micro. Oui. Bonjour. Je m'appelle Camilla. Je suis désolée, je ne parle pas encore français. So I will do my comments in English and hopefully my colleague Greg can translate. More than a question, I would like to make a small summary about the water because I represent the food industry in Europe. I work with food industry directly with the water. And one thing that we have very clear in the industry, agriculture and food processing, is that water is a limited resource. We do not have more water than we have. One day it will end. And like the colleague Elodie and Claire had said, once it ends, there is no resilience, there is no economy, there is no agriculture, there is no future. I come from Ukraine. And one thing that we have seen together is when the war was launched, there was a huge disruption in the food supply. There was no food coming out of Ukraine, and everyone suffered. That problem, not the war, but that problem was solved when political, economic, and industrial power got together with the will to solve it. In the food industry, what we see now
In France particularly, 45% of the water is being used for agriculture. Only 1% so far is used as a reuse. Claire had mentioned that you can treat the water, but you can only reuse it with a limited amount. There are so much restrictions and so much regulations. As a food producer, and not producer, but working in the food industry, what we see is that there is so much regulations that put on us. It gets stricter and stricter, which is good, but we are offered not so much solutions. We are offered not so many alternatives. On the contrary, we are being restricted more and more. So sometimes it feels like legislation, norms, are paralyzing the innovation because technology is there, it's available, but it takes way too hard and long to actually apply it. So my plea is to get together, to get the political will, to get the industry leaders like Claire to keep promoting it and to actually apply and allow the technology that is available to advance. Thank you. Merci. Alors, j'espère que vous avez tous suivi ou compris. En tout cas, on était sur le sujet de la capacité à retraiter l'eau ou le peu d'eau qu'il y avait dans des conditions qui sont celles de l'Ukraine actuellement, puisque vous l'avez compris, Madame vient de l'Ukraine. Et donc, dans ce cadre-là, sont arrivées des contraintes supplémentaires qui étaient liées vraiment et qui ont touché l'agro-industrie. Et dans un contexte comme celui-ci, il y a eu des engagements collectifs pour réussir à continuer à se nourrir et à nourrir la population. Et c'est dans le cadre de ces contraintes-là que les acteurs ont réussi, en tout cas, à continuer à nourrir, mais qu'on est sur des tout petits ratios, si je ne dis pas de bêtises, c'est 1%, c'est ça, sur 1% de réutilisation en fait de l'affectation, de l'utilisation, on est sur 1% de capacité à pouvoir réutiliser. Ouais. Je peut-être Grégory, tu veux... Ouais, juste par rapport aux chiffres, donc 45% de l'eau est utilisée en France par l'agriculteur, mais que seulement 1% est réutilisé. Quoi. C'est ça. Donc c'est important de réagir, d'apporter des solutions sur ça. Quoi. Donc Camilla, c'est ma partenaire, un collègue qui travaille sur le projet traitement de l'eau et donc passionnée depuis de nombreuses années, une grosse expérience en industrie. Voilà. Merci. Merci à tous. Merci. J'ai laissé quelque part ma petite zappette. Je ne sais pas où est-ce que je l'ai mise. Elle est où la zappette? Elle est là. Voilà. Merci. Merci à vous tous. Merci aux intervenants. Merci aux animateurs. Attention en descendant.